Hello Louise, merci d'être présente aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir. J'espère que les auditeurs, vous allez bien. Je vous retrouve pour cet épisode où j'accueille Louise qui va vous parler de son métier. Je ne vais pas trop me permettre de la présenter en avance. Je vais lui laisser la parole. Louise, est-ce que tu veux bien te présenter? Avec plaisir, Sarah. Merci beaucoup pour l'invitation sur ton podcast. Je suis super contente d'être ici. Donc, je m'appelle Louise Morel. Je suis une autrice féministe et accompagnante à l'écriture. Donc, ça veut dire que concrètement, je fais des ateliers collectifs et je fais aussi de l'accompagnement individuel pour des personnes qui veulent écrire, soit pour elles-mêmes, soit pour les autres. Super intéressant, merci pour ta présentation, Louise. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se demander justement qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer, qui t'a donné envie justement de te spécialiser. Et puis en plus, tu as cet aspect du coup féministe que tu viens apporter aussi dans ta vision d'entrepreneur. Quel a été le moteur finalement de la création de ton entreprise? Il y en a eu deux moteurs principaux, je dirais. Il y a eu un moteur qui était vraiment un peu la carotte, la passion de l'écriture qui m'anime depuis, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai, depuis toujours. Et puis, la passion aussi de l'engagement. Alors, je dis engagement politique parce que j'aime bien, parce que je trouve ça assez large comme mot et ça correspond à peu près à mon positionnement. Mais je suis féministe, de gauche et j'avais envie de faire plus de place à ça dans ma vie et puis que mon métier, que l'activité que j'exerce en ce moment soit par accord avec ces valeurs-là. Et puis, pour être tout à fait honnête, il y avait aussi un autre moteur qui m'a poussée à créer cette activité, qui est que le monde salarié ne me convient pas du tout. J'y étais vraiment pas très heureuse. Et ça m'a pris du temps de m'en rendre compte parce que moi, j'étais très mal, mais en fait, ça se passait pas mal avec voilà, mes équipes, mes collègues et tout ça. Donc, ça m'a pris un peu de temps de me dire, oui, d'accord, les autres n'ont pas de problème, mais en fait, moi, je me sens pas très bien quand même. Et donc, ces deux trucs-là mis ensemble, je me suis dit, tiens, et si je faisais autre chose? C'est super intéressant ce que tu dis. Moi, pour la petite histoire, donc je ne sais pas si tu vas connecter ou pas, mais pareil, j'ai commencé dans le salariat pendant 3 ans. Et moi, en fait, au tout début, quand je me suis lancée, je me disais, quand je me suis lancée dans la vie active, je veux dire, pas dans l'entrepreneuriat, je me disais, il n'y a pas 500 000 solutions. Hein. Tu commences salarié et puis tu te fais de l'argent pour vivre. Et puis voilà, il n'y a pas 500 000 options. On ne nous apprend pas les autres options à l'école. Et quand bien même j'avais appris le droit des affaires, je savais qu'une entreprise pouvait exister, j'avais toujours l'impression que c'était réservé aux autres. Et puis avec ma vision justement comme toi qui est plus proche de gauche, je me disais plus, moi j'ai pas envie de me faire de l'argent sur le dos des autres, de profiter et de faire du profit financier au détriment d'autres personnes qui seront plus démunies du coup par rapport à ce que je pourrais vendre. Donc du coup j'avais une vision assez sale de l'entrepreneuriat. Et en fait, quand je me suis lancée, je me suis rendu compte que on peut aussi toucher des entrepreneurs qui vivent aussi simplement de leur activité, qui n'ont pas envie de devenir Elon Musk, ma phobie sur Terre, et qui ont envie de simplement vivre une vie libre et sans contrainte du salariat. Donc, je ne sais pas, toi, si ça a aussi conforté un peu ton choix de quitter le salariat, mis à part le fait que tu ne t'y sentais pas bien de toute façon. Oui, carrément, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que, en effet, je trouve que dans les milieux de gauche ou engagés, souvent, il y a quand même cette idée qu'il y a la figure du patron, en fait, de la patronne qui est hyper négative et pour des raisons très claires, hein, parce qu'en effet, les dirigeants de grandes entreprises, c'est pas des agneaux. Il y a des intérêts qui vont dans des sens très différents entre les salariés et les dirigeants. Et ça, je ne vais pas du tout le nier. Mais en fait, je trouve aussi que ça vient avec parfois un truc en fait assez snob de mépris des activités marchandes parce que en fait j'ai l'impression que parfois à gauche le seul truc qui est vraiment valorisé c'est de genre faire de la recherche, d'être à l'université et bon ça correspond à quand même une petite portion de la population et tout le monde ne peut pas être chercheur ou chercheuse donc je trouve parfois il y a quand même ce mépris du rapport marchand en fait de vendre des choses pour de l'argent comme si c'était un peu sale et ça je pense que ça nous vient vraiment d'une vision très classiste du monde où en fait il y a les gens qui travaillent pour gagner leur vie, ça c'est un peu moche et puis il y a des gens qui font des activités comme ça de l'esprit donc de un et de deux aussi je trouve qu'il y a quand même des gros enjeux misogynes aussi là-dedans et puis aussi certainement raciste et tout parce qu'il y a aussi ce truc de comme s'il y avait que des mecs blancs cisgenres en fait qui avaient le droit de gagner de l'argent avec leurs compétences et que pour ma part par exemple en tant que femme féministe je sais que c'est un reproche qu'on a pu me faire de me dire tu dis que t'es féministe, tu dis que t'es de gauche et pourtant tes programmes d'écriture ils sont pas gratuits. Ce qui est très étrange, en fait, parce que c'est pas une logique très émancipatrice de demander à une femme de faire plus de travail gratuit ou de pas vendre ses services à une valeur juste.
Donc, ouais, carrément. Moi, je trouve que ça peut être très émancipateur et je trouve que, en fait, moi, j'ai l'impression maintenant d'être beaucoup plus en accord avec mes convictions en tant qu'entrepreneuse que lorsque j'étais salariée, parce que certes, j'étais salariée, donc personne ne m'emmerdait, entre guillemets, y compris j'avais déjà une activité d'écriture et je communiquais déjà sur mes engagements. Mais en fait, c'est drôle parce que paradoxalement, c'est maintenant parfois quand on peut me dire ah tiens ça coince, alors que quand j'étais analyste financière pour un grand groupe, enfin je veux dire, je pense que je participais beaucoup plus directement et de façon beaucoup plus moche, enfin je dirais capitalisme, que en proposant des ateliers d'écriture féministes quoi. Oui. Bah en fait, le paradoxe, c'est que on veut toujours qu'il y ait le modèle parfait de quelque chose. Le modèle parfait de l'entrepreneur, le modèle parfait de la femme qui réussit, le modèle parfait de la femme qui… J'ai eu une fois l'échange avec une personne qui était très engagée, qui était féministe, mais qui avait paradoxalement une vision très réductrice de la femme, où par exemple elle disait mais non mais la femme devrait ne pas vouloir d'enfants, la femme devrait du coup travailler forcément, on va dire faire son propre argent et ne pas dépendre de qui que ce soit d'autre. Et je me disais mais en fait c'est aussi rejeter les autres femmes. Et si, enfin après c'est ma vision du féminisme, tout le monde sera peut-être pas d'accord, mais je me dis que si on veut être des girls entre guillemets, se soutenir tout ensemble, il faut accepter la pluralité des femmes qui existent et qu'on n'ait pas les mêmes aspirations, qu'il n'y ait pas la femme parfaite ou la femme qu'il faut être parce que ça n'existe pas. Et qui nous a mis ça dans la tête finalement, c'est peut-être du coup des idéaux qui sont du coup des personnes qui sont pas forcément à notre place. On n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes histoires, etc. Donc finalement dans l'entrepreneuriat, ça va aussi impacter nos choix, nos manières de travailler, comment on va se lancer, la sécurité dont on aura besoin. Certaines femmes vont avoir du mal à se dire, voilà, je vais me lancer sans filet de sécurité, sans chômage. D'autres vont se dire, non, moi, il faut que je garde mon boulot salarié pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avant de me sentir safe, même si je gagne assez, parce que j'ai besoin de ce filet de sécurité. Puis d'autres vont se dire, moi, je me lance comme ça, puis je mets tout, et puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, tant pis. Donc, en fait, toutes ces femmes-là sont légitimes, en fait, sur la place de l'entrepreneuriat. Et je trouve ça quand même intéressant d'apporter un petit peu ce regard plus féministe, du coup, sur la question de l'entrepreneuriat. Et par rapport, du coup, à ce que tu fais, donc ta spécialisation dans l'écriture, est-ce que tu penses que le fait de considérer l'écriture comme un outil, on va dire, de bien-être général, de se sentir mieux par l'émancipation par l'écriture, par exemple, c'est quelque chose qui peut se pérenniser, entre guillemets, ou alors c'est plutôt une tendance aujourd'hui où on se dit, en fait, écrivez, c'est un outil, tu vois, c'est un outil pour se sentir mieux. Mais que, tu vois, peut-être dans 1 ou 2 ans, l'écriture sera moins vue comme un outil de développement personnel. Est-ce que tu as un petit regard critique là-dessus? Ouais, carrément. En fait, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire, je pense qu'il y a les deux tendances qui sont à l'œuvre. C'est vrai que je suis de très près, évidemment, tous les discours qu'il peut y avoir autour de l'écriture thérapeutique, puisque juste pour préciser un peu mon travail, moi, je travaille à la fois sur un penchant écriture, on pourrait dire plus thérapeutique, même si le terme thérapeutique, il est, voilà, on pourra en parler, mais il charrie beaucoup de représentations. Il faut faire attention avec ce mot, mais disons, de l'écriture pour se faire du bien. Et je travaille aussi avec des personnes qui pratiquent l'écriture littéraire, c'est-à-dire qui écrivent des livres, des essais, qui ont besoin d'accompagnement. Et dans mon travail sur l'écriture thérapeutique, je lis tout ce qui se passe et tout, et puis je vois que effectivement il y a une espèce d'engouement ou des articles un peu comme ça faciles qui passent de temps en temps sur écrivez 5 minutes par jour pour gérer votre anxiété ou je sais pas quoi. Et ça, il y a un côté très tendance, développement personnel, un peu le hack, le raccourci facile de hop, on écrit un peu et puis on va aller mieux. Et je pense que ça c'est pas excessivement efficace. Moi, je crois pas trop aux raccourcis en général. Je crois pas trop aux méthodes miracles. Je pense que la vie, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais je pense aussi que l'écriture, c'est vraiment un super outil de bien-être. Simplement, c'est peut-être pas le raccourci à la mode, le petit truc qui va bien. C'est pas peut-être pas en 5 minutes par jour qu'on va résoudre tous nos problèmes. Mais c'est sûr que c'est vraiment un outil d'émancipation à la fois politique et aussi individuelle, et pour prendre soin de soi. Et d'ailleurs, il y a tout un champ de la recherche en psychologie qui s'est cristallisé en fait autour de l'écriture à partir des années 80 et d'un chercheur qui s'appelle James Pennebaker aux États-Unis, parce qu'en fait, lui, il étudiait les effets du trauma, et en fait, particulièrement, son travail, donc le trauma, c'est très mauvais pour la santé, comme on s'en doute, mais lui, son point, vraiment, là, ce qu'il regardait, c'était plus précisément encore que ça, c'était le lien entre le fait de ne pas révéler son trauma, donc le fait de garder secret quelque chose de très difficile qui nous est arrivé, et l'effet sur la santé.
Et ce qu'il voulait voir, c'était si on révèle ce qu'on a vécu, est-ce que ça va mieux? Et donc, en fait, pour ça, il a utilisé l'écriture parce que simplement, c'était pas cher. C'est un chercheur en psychologie, il met des gens dans une salle, hop, il les fait écrire sur leur trauma. Ça coûte pas cher, c'est simple, plutôt que d'avoir un échange en face à face avec un psy. Donc, lui, c'est un chercheur en psychologie. Et en fait, ça marchait vraiment très, 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 très bien. Et donc, à partir de là, ils ont été hyper surpris par les résultats de leur recherche et ils ont répliqué l'expérience plusieurs fois. Et donc, il y a tout ce champ de la recherche qui s'est vraiment épanoui autour de cette question-là de, tiens, quand on fait écrire les gens sur des sujets importants, parce que si on vous fait écrire sur la couleur de vos chaussures, ça ne marche pas, et ça a été testé aussi. Si on fait écrire les gens sur des sujets importants pour eux, et en fait, ils vont moins chez le médecin, ils prennent moins de médicaments, ils reportent des meilleures relations avec leurs proches et tout ça. Donc, voilà, c'est pour ça que mon discours, je suis toujours un peu sur cette ligne de crête, parce que moi, je trouve ça fascinant. Enfin, quand j'ai découvert ça en tant que pratiquante de l'écriture introspective, j'étais abasourdie, j'étais trop contente et trop excitée. Et en même temps, voilà, le capitalisme nous pousse toujours en fait à aller dans l'excès et à dire voilà, c'est la solution à tous nos problèmes. Évidemment, c'est pas le cas, mais disons que c'est un très bel outil. Tout à fait. Et en fait, le fait de t'écouter, ça me fait penser aussi au fait que quand on était petit, peut-être qu'on avait plus cette facilité. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais moi, j'écrivais énormément quand j'étais petite. J'inventais des histoires ou alors j'avais mon petit journal intime. Et aujourd'hui, tu te dis, en fait, prendre ce temps juste pour ça, tu as l'impression que c'est pas du temps bien utilisé. C'est du temps, non, toi, ton temps, tu devrais faire des posts pour les réseaux sociaux pour être visible, tu devrais travailler, tu devrais faire le ménage, tu vois, et tu prends pas enfin, en tout cas, moi, je te parle de mon point de vue, moi, dans ma vie, par rapport à avant, je passais du temps à écrire et je m'amusais, j'avais de l'imagination. Et aujourd'hui, ce temps que je ne prends pas pour sortir ce qu'il y a dans mon cœur ou dans mon esprit, je l'utilise à consommer du contenu. Finalement, je fais que ingurgiter du contenu, regarder des vidéos TikTok, des vidéos YouTube, et je prends plus le temps de juste me poser pour écrire. Et est-ce que tu penses que c'est l'une des raisons qui fait que du coup, quand on est petit, on est plus libre et que quand on grandit, on reste conditionné et on a l'impression qu'on peut plus rien faire, alors que quand on était petit, on pensait que le monde était à nos pieds, entre guillemets, quoi. Est-ce que tu penses que le fait qu'on n'écrive plus change aussi notre manière de voir le monde? C'est une super question, je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est pas, je dirais, à mon sens, mon hypothèse, ce serait que l'un n'est pas la cause de l'autre, mais que c'est corrélé au même problème qui est plutôt un rétrécissement des perspectives à l'âge adulte. Et encore une fois, sans vouloir tout mettre en mode le mot magique capitalisme, où c'est un peu pratique aussi de mettre tous nos mots là-dessus. Mais quand même, je pense qu'on est vraiment dans une société depuis 200 ans, obsédée par la productivité, le faire. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'à la fin, quand même, on finit tous par mourir et personne ne nous remettrait une médaille pour avoir bossé autant. Et donc, je pense qu'en effet, c'est super dur de reconnecter avec cette part joueuse et cette part aussi très authentique, très sincère, quand, on nous pousse à faire tout le temps. Et maintenant, comme tu le disais aussi avec les réseaux sociaux, on nous pousse non seulement à faire, mais à nous montrer en train de faire et en fait à faire la démonstration permanente à nous-mêmes et aux autres de nos qualités, d'à quel point notre vie est géniale et tout. Et en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse avec l'écriture et c'est pour ça que je trouve que c'est l'inverse d'un hack, d'un raccourci. C'est que c'est vraiment un espace qui est non productif, mais qui est très fécond en un sens. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse moi avec l'écriture, d'ailleurs qu'elle soit littéraire, pas littéraire et tout, c'est vraiment de se réapproprier cet espace pour déjà un espace d'authenticité où on a vraiment le droit d'être qui on est, on a vraiment le droit d'avoir les problèmes qui nous travaillent, y compris quand c'est pas des choses hyper profondes, parce que parfois les gens sont gênés, en fait, ils me disent ouais, tu dis que c'est un espace pour exprimer nos pensées les plus profondes, mais moi en ce moment, je sais pas, je me prends vachement la tête parce que je sais pas, j'ai des problèmes avec mes voisins. Mais en fait, très bien, on parle de ça. Le but, c'est pas de philosopher sur des grands problèmes éternels. Moi, parfois, je sais pas, je stresse parce que j'ai pas reçu une commande. Je parle de ça parce que c'est mon stress, c'est ça qui se passe authentiquement pour moi. Et déjà, commencer par savoir ce qui se passe authentiquement pour nous, de un. Et puis de deux, comme tu disais, avoir cette dimension d'imagination, de jeu, en fait, de remettre du jeu dans sa vie et pas que de la productivité ou de la consommation. Parce qu'on est tout le temps, comme tu disais, en fait, dans cet aller-retour entre je produis, je consomme, je produis, je consomme. Mais en fait, paradoxalement, c'est pas, dans l'un et dans l'autre cas, on pourrait croire que c'est très différent, mais en fait, c'est un peu les mêmes mécanismes en jeu parce qu'il n'y a pas de repos en fait dans ces espaces. Il n'y a pas de repos, on est tout le temps, tout le temps finalement soumis à une espèce de pression extérieure. Donc ouais, moi je pense que écrire à l'âge adulte, ça peut prendre plein de formes différentes, mais vraiment, je suis assez convaincue que tout le monde y gagnerait, honnêtement. C'est trop intéressant et du coup, ça donne envie peut-être que les personnes qui nous écoutent là, se disent, moi, je vais me lancer du coup dans cet exercice de l'écriture thérapeutique. Quelles sont les étapes alors, ou alors surtout les erreurs à ne pas faire quand on souhaite reprendre enfin du plaisir dans l'écriture à l'âge adulte?
Ah, j'adore cette question. Je suis en mode oui, je vais vous donner les petites étapes. Je dirais, la première étape, c'est de se fixer un objectif souple, réaliste. Si vous n'avez pas écrit depuis longtemps, commencez par faire des petites séances d'écriture, vous réappropriez le geste, testez différents outils. Est-ce que vous préférez écrire à la main ou est-ce que vous avez d'écrire sur ordinateur? Parce que souvent, en fait, on a une image de ce que ça doit être, écrire l'écriture introspective. Et alors, on s'imagine avec un très beau carnet, chez nous, en train de boire un petit café, en train d'écrire à la main pendant des heures. Et en fait, c'est super si c'est votre cas, mais parfois, c'est prendre 10 minutes et ouvrir un fichier sur son ordi. Et c'est OK, en fait, parce qu'il ne faut pas non plus sacraliser une forme de pratique. Donc, mon premier conseil, ce serait testez tranquillement, mais prenez le temps de le faire. Notez-le dans votre agenda. Dites-vous, OK, aujourd'hui, je vais faire une séance d'écriture de 10 minutes, mais sans avoir d'idées trop préconçues sur le geste et l'esthétique, en fait, du truc. Et notamment pas la fréquence. Parce que aussi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un des rares outils d'écriture introspective qui est connu, c'est les pages du matin de Julia Cameron, qui a écrit Libérer votre créativité, qui est un best-seller absolu. Et donc, elle, ce qu'elle conseille de faire, c'est d'écrire tous les jours plusieurs pages à la main. C'est très strict. Et de les mettre dans une enveloppe. Et en fait, c'est très dur d'écrire tous les jours plusieurs pages à la main. Si on a une vie, comme tu disais, où on est prise, on a plein de contraintes, ça peut être professionnel, ça peut être familial aussi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent passer dans notre vie. Donc, mon premier conseil, ce serait tenter des trucs et laissez-vous de la souplesse parce que justement, le but, c'est de se créer un espèce de jeu et de plaisir. Donc, si vous commencez à vous dire, OK, je fais ça tous les jours pendant 1 heure, c'est plus très plaisant et c'est plus très drôle. Deux conseils. Ça pourrait être d'utiliser des amorces d'écriture, c'est-à-dire des exercices d'écriture. En fait, j'aime pas trop le mot exercice parce que ça renvoie à tout un univers scolaire. Donc moi, j'ai plutôt amorce, mais bon, en fait, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce que déjà, ça va rendre l'écriture plus facile. Parce qu'il y a quelqu'un, enfin, vous avez un truc, vous avez une sorte de question et hop, vous êtes en réaction à ça parce qu'écrire à partir de zéro, parfois, on bloque un peu, on se dit, ouais, d'accord, écrire, mais écrire quoi, en fait? Donc, ça peut aider de partir de l'avance d'écriture. J'en propose des gratuites sur mon site. Il y a une petite fiche avec 17 exercices hyper différents les uns des autres. Il y en a qui prennent que 5 minutes pour vraiment que ce soit adapté à tout le monde. Et deuxième intérêt d'utiliser ces amorces, c'est que sinon, le risque avec l'écriture introspective, quand on n'est pas très expérimenté, c'est de juste être dans la décharge émotionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est juste décharger des moments où ça va pas. Et ça, c'est déjà très bien hein, de décharger quand ça va pas, c'est important. Mais le problème, c'est que si vous ne faites que ça, en fait, ça peut paradoxalement entrer dans une forme de rumination. Vous êtes là à dire, ah là là, j'ai eu tel truc qui s'est pas bien passé avec machin. Et la rumination, ça n'aide personne. Donc, voilà, deuxième conseil, d'utiliser peut-être des amorces d'écriture pour vous emmener dans des directions où votre cerveau n'irait pas spontanément. Et le troisième conseil, très important, c'est soyez honnête avec vous-même, le plus honnête possible. Et ça, c'est vraiment un entraînement. Enfin, moi, je pense que c'est le chemin d'une vie. Hein. Je ne dis pas du tout que je suis parvenue à l'honnêteté maximale avec moi-même, ce serait extrêmement présomptueux. Mais c'est vraiment un chemin intéressant d'essayer de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe vraiment pour moi? Et ça inclut le fait que si au fond, vous avez envie d'écrire un livre, et bien, assumez-le, en fait. N'utilisez pas votre journal comme une espèce de pis-aller, alors qu'en fait, votre désir profond, c'est d'écrire pour les autres. Je vois beaucoup de personnes qui font ça, surtout des femmes, surtout des personnes minorisées dans notre société, qui n'osent pas assumer leur désir d'écrire un livre, qui font l'écriture introspective et qui viennent me voir avec des questions où, en fait, au bout de 2-3 questions, je leur dis, mais en fait, tu veux pas écrire ton journal, tu veux écrire un livre et c'est trop bien. Et vas-y, et on peut le faire ensemble. Voilà, donc ce seraient mes trois petits conseils. Super, bah écoute, c'est très clair, c'est limite, c'est une feuille de route. Mais moi, je rajouterais un dernier conseil, de se faire accompagner. Hein. N'hésitez pas à aller voir Louise, par exemple. Moi, si je devais écrire un livre et puis, je sais pas, par exemple, si je voulais raconter certaines choses de ma vie ou raconter mon enfance ou mon parcours ou autre, personnellement, j'aimerais pas le faire sous un angle commercial. Moi, personnellement, je voudrais le faire vraiment sous un angle de histoire de vie, retour d'expérience. Et après, si ça aide d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui sont dans ma situation, ça aidera. Mais je sais qu'il y a aussi des entrepreneurs qui vont nous écouter et qui vont se dire, moi, dans ma to-do list d'entrepreneurs, mon rêve, c'est de faire un livre pour, je sais pas, parler de mon métier et puis avoir une autre source de revenus aussi. Je pense que les deux ne sont pas forcément incompatibles, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi véhiculer. À mon avis, tu vois, là, ce que tu dis, l'approche en tout cas que tu montres ici dans l'écriture thérapeutique, me donne plus l'impression, moi, de se rapprocher de ce que, à terme, j'aimerais bien faire, peut-être plus tard dans ma vie, et de me dire que, du coup, ce sera moins un objectif commercial, de me dire, je suis un produit, quoi, parmi mon panel, mais plutôt un objectif d'ouverture à l'autre, d'ouverture au monde sur ta propre expérience de vie. Et du coup, c'est aussi possible, si jamais vous vous posez la question, voilà, c'est aussi possible de prendre du plaisir, en fait, à écrire et pas de le voir comme juste un produit à vendre, le livre.
Merci en tout cas pour ton retour sur la partie business. Si jamais, de toute façon, ils ont des questions, ils pourront toujours revenir vers toi. Mais c'est bien beau, tu te lances dans l'entrepreneuriat avec ce projet d'écriture. Mais la première des questions que tu as dû te poser, c'est la question de ton statut juridique. Comment tu peux exercer? Surtout que dans ton activité, tu vois, c'est pas non plus une activité où tu as 500 000 exemples dans ton entourage de personnes qui se sont lancées. Donc, est-ce que pour toi, ça a été facile de choisir la forme juridique de ton entreprise avant de te lancer? Non, c'était pas facile du tout, en effet. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait pour partie des études de droit. Après, j'ai été analyste financière dans un gros groupe. Donc, j'avoue que, tu vois, j'ai été un peu prétentieuse. Je me suis dit, non, mais c'est bon. Enfin, voilà, quoi, une entreprise. J'ai travaillé pour des très grandes entreprises enfin, j'ai fait de la stratégie, quoi, pour des grosses boîtes. Donc, a priori, ça valait. Mais en fait, non, non, non. C'est très différent. Et je me suis retrouvée vraiment comme une poule devant un couteau. Et notamment aussi parce que j'habite en Allemagne. Donc, en fait, ça rajoute une couche de complexité qui est liée au fait que le système juridique allemand, il est différent de celui du français, que je parle pas très bien la langue et tout ça. Et en plus de ça, je suis artiste-auteur, enfin artiste-autrice, même si le féminin n'est pas encore utilisé officiellement. Et du coup, j'ai des sources de revenus très diverses, en fait, parce qu'il y a mes activités d'entrepreneuse vraiment, et puis il y a aussi les droits d'auteur qui arrivent, et puis j'ai aussi une infolettre qui est du coup une espèce de proto-droit d'auteur, mais pas vraiment. Donc, tout ça a été un petit peu compliqué. Et finalement, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de parler avec d'autres personnes qui se lançaient à ce moment-là. Tes ressources aussi m'ont aidé, ça j'en parlerai peut-être dans 5 minutes, mais notamment ton modèle de contrat de prestation de service. Donc, en fait, vraiment sur ces sujets-là, je me suis dit, il faut aller demander de l'aide, quoi, parce que penser qu'on va s'en tout faire tout seul en lisant des petits articles de site-là, c'est pas raisonnable. Bah alors du coup, voilà, c'est vraiment quand on ne sait pas, c'est intéressant de se dire, bah en fait, il y a d'autres personnes peut-être qui sont aussi passées par les mêmes questionnements, qui ont aussi eu besoin d'avoir de l'aide. Donc le fait de réseauter, on va dire, et de poser des questions à notre entourage, c'est aussi une des manières de choisir son statut. Donc c'est cool. Merci pour ton retour d'expérience. Et puis du coup, tu as parlé après du contrat, parce que ça, c'est la deuxième étape. Le projet est lancé, l'entreprise est lancée, et après, bah, il faut vendre. Mais pour vendre en sécurité, on le sait tous, normal, enfin on le sait tous en principe, on est censé du coup anticiper les problèmes. Alors je trouve que en termes de réflexe, la plupart des prestataires de services ont au moins le réflexe d'envoyer au moins un devis, mais ce n'est pas le cas pour tous. Mais toi, est-ce que tu as eu du mal à trouver le bon système pour sécuriser ton activité, ou est-ce que pour toi, du fait que tu avais l'habitude des mises en stratégie, la partie conformité était peut-être un peu moins difficile? Voilà. Est-ce que c'était un challenge ou finalement une facilité pour toi, la mise en conformité? C'était un challenge parce que dans la stratégie, dans des grandes boîtes, en fait, la partie stratégie et la partie conformité, elles ont aucun lien. Ce qui d'ailleurs, je pense, est une erreur. Enfin, si je devais, ce qui n'arrivera sûrement jamais, regarde, pour plein de raisons. Mais je pense que c'est con, en fait, parce que maintenant que je vois ce que c'est que de mettre en conformité une entreprise, en fait, j'avais envie de te dire, parce que là, tu présentais les deux étapes. Tu disais, tu lances ton projet et après, il y a la partie vente et conformité. Mais ce qui m'a surpris, c'est que les deux se répondaient, en fait. Et que, tu vois, par exemple, en essayant de structurer le contrat que j'allais proposer, rien que pour moi, et ben en fait, ça m'a forcé à me poser des questions qui étaient vachement intéressantes aussi sur, ah oui, mais qu'est-ce que je propose vraiment comme service? Parce qu'il y a toute la partie marketing de comment on vend le service, et bien sûr, il ne s'agit pas du tout de mentir, enfin, j'ai un positionnement très éthique là-dessus, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose d'expliquer l'histoire de bénéfice, la transformation que la personne va avoir et tout ça, et puis après, c'est dire, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus aussi? Parce qu'il y a quand même cette question de mettre ses limites, ce qui est hyper, moi, je suis en train de progresser là-dessus aussi, en fait, oui, je t'accompagne à l'écriture et je donne énormément, mais il faut aussi que j'encadre moi-même mon service, sinon ça, déjà c'est pas rentable et puis aussi c'est épuisant, quoi. Et donc ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce processus de mise en conformité, c'était que je l'abordais un peu au départ comme une corvée de bon ben voilà, en gros il faut pas être dans l'illégalité. Et qu'après, je me suis rendu compte que, en fait, ça me pousse à me poser des questions assez utiles sur vraiment le périmètre exact des services que je propose et de ce que je ne propose pas aussi. J'aime beaucoup la manière que tu as de l'expliquer. Enfin, je l'expliquerai pas mieux finalement. C'est que pour moi, le droit, c'est vraiment un allié. C'est vraiment un outil de structuration de le processus de vente. Et donc, les deux ne sont pas dissociables dans mon esprit.
Et pour autant, en termes de process, alors même en termes de contenu qu'on peut consommer, on nous explique l'important, c'est de vendre. Tu vois, l'important, c'est d'avoir ton argent pour pouvoir vivre. Et c'est pas forcément faux. Mais je trouve que vendre, juste pour vendre, c'est pas forcément la manière la plus safe. Vendre avec sécurité, où en fait, du coup, tu as fait ta vente, donc tu as fait ta promesse et tu la tiens, ta promesse. Mais à côté, tu montres à ton client qu'il peut avoir confiance en toi en lui disant, je m'engage vis-à-vis de toi. Je te fais pas juste une promesse en l'air. Comme quand tu étais petite et que tes parents te disaient, si tu es sage ou si tu as 20 sur 20, je te ramènerai au parc d'attractions. Et en fait, ils ne t'amenaient pas. Du coup, c'est des promesses en l'air. Moi, je veux mon contrat, je veux revenir en arrière à 5 ans. Tu me signes mon contrat pour me dire que tu m'emmènes. Non, mais c'est un peu ça. C'est que si tu veux que les personnes aient confiance en toi et puissent voir la personne que tu es, aussi l'entrepreneur, la prestataire que tu es, du coup, l'un des moyens par lesquels ils peuvent comprendre qui tu es, c'est par ce contrat, se dire dès le début, tu tends la main vers moi pour me dire je vais pas te laisser tomber, quoi. Pas n'importe comment en tout cas. Si on doit se séparer, en fait, on décidera tous les deux de le faire d'une manière qui aura été préétablie dans un contrat. Donc, j'aime beaucoup, merci beaucoup pour ta manière de l'expliquer aussi, qui rejoint ma manière de voir les choses. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur peut-être le juridique ou alors même sur l'expérience entrepreneuriale, une petite anecdote à nous partager pour clôturer positivement ou négativement d'ailleurs ce podcast? Oui, en fait, c'est une anecdote, mais plutôt en tant que cliente, justement, sur ce que tu disais là à l'instant, sur le fait que c'est aussi une entendue à ton client, ta cliente, et que de structurer ses contrats, sa conformité, et que c'est aussi rassurant. Et moi, je suis assez d'accord. Et en fait, c'était juste pour dire qu'en tant que potentielle cliente, récemment, j'hésitais à prendre un programme assez cher d'une pointure américaine. Je ne dirai pas son nom, et un programme, voilà, un peu de coaching business d'une personne très connue. Et puis, justement, je suis allée voir un peu les petites lignes des conditions de vente de ce qu'elle proposait. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile de proposer un avis négatif sur la formation si tu la suivais, en fait. C'est-à-dire, si mon avis n'est même pas légal dans le droit européen en regard de la protection du consommateur, mais aux États-Unis, c'est un petit peu différent de ce que j'en comprends. Je ne suis pas experte. Et tu vois, ça, en fait, ça a été un élément de décision pour moi, de me dire, OK, en fait, si tu mets ça dans des conditions de vente, moi, ça ne me va pas parce que, en fait, si tu étais sûr de ton produit, c'est OK que des gens, ils n'aiment pas ta formation. Enfin, moi, ça arrive que, rarement, heureusement, parce que sinon, je me poserais des questions, mais ça arrive qu'une cliente me dise, écoute, on va arrêter l'accompagnement parce qu'en fait, ça ne me convient pas, ou écoute, sur tel atelier, là, moi, je ne l'ai pas senti. Après, on en discute, on trouve des solutions pour que la personne soit satisfaite quand même au total, mais je trouve ça bien, en fait. Enfin, je trouve ça limite rassurant. Tu ne peux pas avoir 100% de taux de satisfaction. Sinon, c'est comme dans une démocratie, a priori, personne n'est élu avec 90% des votes, et sinon, c'est pas une démocratie. C'était juste, voilà, cette petite anecdote que je voulais dire qu'encore une fois, pour dire le droit, c'est pas que le droit. Et je trouve qu'en fait, dans le droit, dans la façon dont les gens abordent le droit et la conformité et tout ça, finalement, je trouve qu'il y a plein d'informations à aller pêcher de comment la personne, elle voit son activité. Encore une fois, en tant que féministe, en tant que personne engagée, en tant que personne qui essaye de faire les choses de façon éthique, même si, encore une fois, c'est un processus, c'est pas, hop, moi, je me mets le badge de la bonne personne qui fait tout bien comme il faut. Je trouve que maintenant, ça m'aide, en fait, d'avoir ce réflexe aussi de me dire, OK, est-ce que à quoi ça ressemble juridiquement, en fait, les conditions qu'on me propose? Mais c'est super parce que du coup, tu as le bon réflexe, tu vas aussi regarder, quoi. Peu de personnes ouvrent ces conditions générales de vente et puis peu de personnes se posent la question du l'après. On se dit, je recherche la promesse, en fait. Quand j'achète, je recherche la promesse. Mais je ne pense pas suffisamment. Et si j'arrive pas à avoir ce que j'aurais espéré, c'est-à-dire ma propre analyse et ma propre attente de la promesse, si elle n'arrive pas à être du coup atteinte, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je trouve ça bien que tu aies pu regarder. Par rapport à cette anecdote, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de se dire qu'effectivement, un avis négatif, même potentiellement, n'est pas forcément quelque chose à bannir. Je pense que c'est même parfois quelque chose de positif. Parce que j'ai eu aussi, comme tu dis, on ne peut pas avoir un taux de satisfaction à 100%. J'ai eu aussi des retours ou des personnes depuis que je me suis lancée en 4 ans. Je dirais que le plus important, c'est juste que ça reste constructif et que ce ne soit jamais rabaissant, injurieux, diffamatoire, hein, bien sûr, ça c'est logique. Mais à la fois, tous les avis, les petits retours, les petits trucs, j'aurais préféré que ce soit comme ci, comme ça, attention, là, il y avait une faute, là, le paragraphe était rédigé d'une certaine manière. En fait, tu peux le prendre, tu peux te braquer et te dire, mais non, mais mon travail, il est excellent, je comprends pas ce que veut la personne. Alors que si tu prends le temps d'écouter, finalement, tu te dis, mais en fait, c'est aussi un cadeau. Parce que si tu prends le temps de tenir compte de ce qu'on te dit comme retour, attention, les retours constructifs, tu vas améliorer ton produit. Et si tu améliores ton produit,
du coup, tu vas baisser ton taux d'insatisfaction parce qu'il y aura peut-être des personnes qui auraient eu la même problématique, première des choses. Et deuxième des choses, ça va t'inspirer des meilleures clauses. Par exemple, le fait de dire, moi, au tout début, c'est pour ça que je parle beaucoup de ça, de penser à régler vos délais, de régler les conditions de paiement, etc. Parce que j'ai eu des questions de personnes qui étaient en mode OK, Sarah, elle est super accessible, surtout au début, j'avais pas beaucoup de clients, donc je répondais beaucoup sur les réseaux sociaux et des clients, une cliente avec qui aujourd'hui on n'est plus du tout en lien, mais qui m'écrivait, j'ai envie de te dire, toutes les 2 heures, mais vraiment énormément sur les réseaux sociaux. Et à aucun moment, j'avais cadré l'échange avec le client parce que je me disais, tout le monde est de bonne foi. Enfin, tout le monde sait que tu travailles pas à 2 heures du matin, tu vois. Et pour autant, je me sentais tellement tenue que la nuit, avant de me coucher, j'étais stressée. Je me disais, quand je me réveillais, elle me renvoyait des messages. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis esclave de mon business ou est-ce que je suis libre? Donc, les conditions générales de vente, même si ce sont des règles, elles te rendent libre. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'attire plus ce type de client, mais j'aurais très bien pu dire, l'engagement n'inclut pas des réponses à 3 heures du matin parce que tu te poses une question qui aurait pu attendre lundi. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est super intéressant. Merci en tout cas pour ton partage. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot pour la fin et nous dire comment on pourrait te contacter si on souhaite se lancer dans l'écriture thérapeutique? Déjà, peut-être un mot de la fin pour rebondir sur ce que tu viens de dire qu'en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on pourrait se dire à première vue que toi et moi, on a des activités assez différentes. Toi, dans la partie vraiment légale, juridique, faire les choses de façon carrée, moi, on pourrait se dire c'est un petit peu plus go with the flow, écriture thérapeutique, écouter ses émotions et tout ça. Et en fait, en t'écoutant, je me dis, il y a quand même un point commun qui est que dans les 2 cas, je pense que ce sont des outils qui peuvent être utilisés pour s'empouvoirer et pas dans un sens, encore une fois, un peu féministe libéral, enfin girl boss et tout, mais vraiment pour juste être ancré dans sa pratique, dans ce qu'on veut faire, au clair sur ce qu'on propose et permettre aux gens en face de nous de faire des choix éclairés en fait. Et moi, ma vision de l'écriture, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'accompagner les personnes et en particulier, j'accompagne surtout des femmes à aller au bout de leur désir d'écriture, dans l'authenticité de leur désir d'écriture, que ce soit tenir un journal et raconter tel épisode de leur vie qui a pu être difficile ou que ce soit écrire un essai et le faire publier, voilà. Donc, je voulais juste dire ça. Et comment me contacter si vous avez envie de soit de pratiquer l'écriture thérapeutique, soit peut-être de transformer cette écriture intime en écriture littéraire, ce qui est un enjeu, voilà, ce qui est parfois le pont, il n'est pas super facile à traverser. Alors, il suffit de m'écrire un email. En fait, vous pouvez m'écrire à jesuilouisemorel@gmail.com où vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter et comme ça, peut-être ça vous donne un peu une idée de ma voix, de mon ton, des sujets que j'aborde. Je pense que pour les personnes un peu plus timides qui peut-être n'oseraient pas se lancer d'abord, c'est une bonne façon de commencer à se familiariser avec la façon dont je travaille et puis de voir si ça vous convient. Et j'insiste sur le fait que je propose vraiment ces 17 petits exercices d'écriture thérapeutique qui fonctionnent très bien. Il y a déjà, je crois, plus de 2500 personnes qui les ont utilisés. Donc, c'est validé sur un certain nombre de gens. Et je pense que ça peut être une bonne façon de prendre contact ou reprendre contact avec l'écriture dans un cadre relativement sécurisant pour 0 € et de voir ce que ça vous fait. Merci beaucoup, Louise. En tout cas, j'espère ils seront nombreux à venir vers toi et pour pouvoir essayer, en tout cas, de se laisser prêter au jeu à nouveau de l'écriture. Merci pour ton temps et pour cet épisode de podcast. Il a été, en tout cas, super intéressant. J'ai adoré échanger avec toi et j'espère que ce sera aussi plaisant de l'écouter. Merci à toi et merci à tous. C'est la fin de cet épisode de podcast. À bientôt. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt.